Je suis arrivée à la télévision en fait par une rencontre principalement, la rencontre avec Jean-Luc Delarue. Et donc il fallait remplacer l'oreillette principale de Jean-Luc. Et Jean-Luc et Jean-Baptiste m'ont appelé un soir en me disant écoute voilà Steph, ça va être toi l'oreillette. Et parfois, avec tout ce qu'on sait de Jean-Luc maintenant, parfois il fallait lui dire des choses moins faciles à dire à son patron. Pour reciter à nouveau Jean-Luc Delarue, Jean-Luc il disait que mon boulot c'était de faire en sorte que tout le monde fasse bien le sien. Et ben c'est pas si faux en fait. On a besoin d'être tous ensemble pour vivre et traverser les émotions que cette émission nous permet de traverser, pour que Faustine ait des points de repère réguliers, faciles le jour où il y a une grosse émotion. On est une grosse cinquantaine en prod et rédac, et sur le plateau il y a une cinquantaine de personnes aussi. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Après vous avoir présenté les métiers de réalisateur, d'ingénieur du son, d'opérateur prompteur ou encore de chauffeur de salle, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'univers de la production en compagnie de Stéphanie Guérin. Stéphanie qui a longtemps été l'oreillette de Jean-Luc Delarue et qui produit depuis plusieurs années maintenant. Ça commence aujourd'hui, émission diffusée du lundi au vendredi à 14h sur France 2 et suivie par plus d'1 million de téléspectateurs chaque jour. Pour en savoir plus sur son parcours et son métier, eh bien nous partons la retrouver tout de suite sur le plateau de l'émission. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Stéphanie et merci de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'émission. Bonjour Laurent. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de production, un sujet qui n'a pas encore été abordé sur cette chaîne. Et on va d'abord commencer, comme c'est la tradition, par votre parcours. Alors comment êtes-vous arrivé à la télévision, puis ensuite en production ? Alors, mon parcours, il est un peu long maintenant, mais ouais, je suis arrivée à la télévision en fait par une rencontre principalement, la rencontre avec Jean-Luc Delarue. En fait, j'ai postulé en 1998, donc vous voyez, ça nous rajeunit pas complètement. J'ai postulé à Réservoir Prod pour remplacer une fille qui partait en congé maternité. Elle partait pour 2 mois. C'était en 98. Je suis toujours là. Et en fait, c'était un poste pour le Prime qu'il lançait à l'époque. Ça s'appelait 16 discutes jour après jour. Ça s'est pas fait sur cette émission, j'ai basculé sur 16 discutes. Et en fait, l'avantage et la qualité incroyable de Jean-Luc Delarue, c'est qu'il savait cerner les gens. Et en fait, moi, j'ai commencé journaliste junior, puis je suis montée. Et en fait, c'est lui qui m'a fait monter les échelons, puisque quand j'étais à la maternité, que je venais d'accoucher de ma première fille, il m'a appelée en me disant « Steph, tu reviens et tu reviens vite parce que tu vas être rédac chef ». Et en fait, c'est comme ça que j'ai monté les échelons. À chaque fois, c'est lui qui m'a donné cette impulsion-là. Et si je suis productrice aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, c'est principalement grâce à cette rencontre avec Jean-Luc Delarue. Et suite à tout ça, il vous a fait une autre proposition. Il vous a demandé d'être son oreillette, donc son assistante pendant les tournages. Alors comment avez-vous réagi à cette demande ? Très mal. J'ai mal réagi parce que je suis pas quelqu'un qui a une très grande confiance en soi. Enfin, je travaille, ça va mieux. Mais en fait, quand il m'a proposé ça il y a une quinzaine d'années, 15 ans, en fait, à l'époque, on travaillait sur Toute une histoire, la quotidienne qui venait de lancer sur France 2. Et on était une sorte d'armée mexicaine dans son oreillette, c'est-à-dire qu'il y avait Jean-Baptiste qui était le producteur et tous les rédac chefs venaient faire l'oreillette de chacune de leurs émissions. Jean-Baptiste alimentait Jean-Luc sur toute une question de réalisation, de rythme, etc. Et nous, les rédac chefs, on alimentait Jean-Luc sur des anecdotes, des histoires de nos invités. Et en fait, à un moment donné, il a fallu que Jean-Baptiste prenne d'autres directions professionnelles. Et donc, il fallait remplacer l'oreillette principale de Jean-Luc. Et Jean-Luc et Jean-Baptiste m'ont appelé un soir en me disant « Écoute, voilà, Steph, ça va être toi l'oreillette ». Et avec ma grande confiance en moi, je me suis dit, ces deux-là veulent me virer, ils me mettent une peau de banane, je vais me gaufrer, je vais lui dire une grosse bêtise à l'oreille et je vais être virée. Donc Jean-Luc m'a dit tu es folle, hein. C'est pas du tout ça qu'on a en tête, c'est juste qu'en fait de tous les gens avec qui je bosse, je vois que tu es celle qui est la plus compatible avec mon cerveau parce qu'on avait un peu la même vitesse, le même humour, le même ressenti des gens, la même réaction à leurs émotions. Donc en fait ouais, je suis devenue oreillette de Jean-Luc Delarue, ouais c'est ça, il y a 15 ans. Et dans l'oreillette, vous dites quoi ?
Alors, dans l'oreillette de Jean-Luc, qui était mon patron, hein, donc je disais, je l'alimentais encore une fois en termes de réalisation, en rythme, en virage à prendre dans les histoires, en saillie drôlatique, des choses un peu comme ça. Et parfois, avec tout ce qu'on sait de Jean-Luc maintenant, parfois il fallait lui dire des choses moins faciles à dire à son patron, c'est-à-dire tu parles trop vite, on comprend pas bien ce que tu as dit. Donc c'était des choses difficiles à dire à son patron, mais on avait cette complicité qui permettait que j'arrive à lui dire des choses comme ça. Alors il est arrivé qu'il, à l'antenne, pose son oreillette et ça voulait dire je gère, reste bien à ta place. Mais assez vite, il la reprenait, en fait. Et voilà, ça, c'était des choses comme ça. Après, l'oreillette, elle a évolué avec les différents présentateurs avec lesquels j'ai travaillé. Avec Sophie Davant, c'était des choses différentes. Et puis, pour le coup, là, c'était moi la patronne. Donc c'était différent, c'était une question de transmission. Et avec Faustine, depuis 6 ans maintenant, les choses sont différentes aussi. En tout cas, moi, je m'attache à donner tout ce que Jean-Luc m'a transmis, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a... il m'a appris tellement de choses en télé, mais sur le témoignage notamment, mais tout ce qu'il m'a appris, en fait, moi, je m'attelle à le retransmettre. Et c'est important pour moi que cette... héritage spirituel se transmettre comme ça, c'est important. Donc encore aujourd'hui, dans les émissions que vous produisez, que vous préparez, vous avez encore des petites recettes, alors secrètes ou pas, de l'époque Jean-Luc Delarue? Je n'ai que ça, en fait. Je n'ai que ça parce que Jean-Luc était un homme de slogans. Donc, des slogans, il nous en a mis des dizaines dans la tête. Donc, moi, j'en ai, je sais pas, au moins un par jour qui me sort. Et après, oui, le genre du témoignage est un genre tellement particulier que oui, il m'a donné toutes les clés de son savoir-faire. Et moi, aujourd'hui, je suis garante de ça. Et chaque jour, quand on prend l'antenne, quand on prend un direct, j'ai une pensée pour lui, systématiquement, mais je sais que mais c'est inconscient, en fait. Je ne le calcule pas. Je me lève pas le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais dire ça à Faustine et c'est Jean-Luc qui me l'a appris. » C'est que c'est tellement en moi, c'est tellement devenu mon ADN que je peux même pas tellement faire autrement, en fait. C'est comme ça. Je suis construite comme ça. Et vous avez déjà pensé à votre tour à retransmettre à quelqu'un derrière vous tout ce que vous avez appris avec lui? Alors justement, la question est intéressante parce que je suis un peu à ce moment-là de ma vie en ce moment, parce que ça fait 15 ans que je suis sur le rythme d'une quotidienne, parce que ça fait 15 ans que je fais l'oreillette et j'ai envie de déplacer un tout petit peu. D'abord, je veux garder absolument la production de la quotidienne, mais avec un tout petit peu plus de hauteur pour pouvoir faire plus de choses à côté et développer cette créativité que j'ai au quotidien, la développer un tout petit peu, la décaler un tout petit peu et pour pouvoir faire d'autres choses. Donc oui, on est actuellement justement en formation avec quelqu'un qui connaît hyper bien notre case, enfin voilà, c'est une fille avec laquelle je bosse depuis 15 ans aussi, donc qui sait exactement. Mais en effet, il y a des petits codes à prendre pour une oreillette au top. Et sur l'émission sur laquelle vous êtes aujourd'hui, vous gérez donc toute l'équipe de rédaction, de production, de post-production. Comment est-ce qu'on pourrait résumer votre mission sur ce programme ? Alors, mon travail, pour reciter à nouveau Jean-Luc Delarue, Jean-Luc, il disait que mon boulot, c'était de faire en sorte que tout le monde fasse bien le sien. Et ben c'est pas si faux en fait, parce que en fait je suis une espèce de chef d'orchestre en fait, donc tant dans la bonne humeur que je dois insuffler aux équipes. Une quotidienne, c'est une grosse équipe, nous on est une grosse cinquantaine en prod et rédac, et sur le plateau il y a une cinquantaine de personnes aussi, donc il y a une centaine de personnes à fédérer. C'est important, on est sur une quotidienne, donc c'est un rythme qui est compliqué. Et on est sur une quotidienne de témoignages. Ça veut dire qu'en termes d'émotion, on se récolte, on écoute des histoires difficiles et c'est important qu'on soit soudés les uns avec les autres, qu'on soit tous ensemble. C'est pas un détail que toute l'équipe technique du plateau, ce soit toujours les mêmes techniciens. En fait, c'est important qu'on se sente tous ensemble et que ce soit pas un jour c'est Albert, le lendemain c'est François. Non, on a besoin d'être tous ensemble pour vivre et traverser les émotions que cette émission nous permet de traverser, pour que Faustine ait des points de repère réguliers, faciles. Le jour où il y a une grosse émotion, elle sait qu'elle a Guillaume qui la filme, elle sait qu'elle peut aller chercher de l'énergie chez lui. Voilà, tout ça c'est important.
Et la question était, quel est exactement mon métier ? Oui, en fait, c'est ça. Mon métier, c'est de donner l'impulsion. Et après, c'est trouver 160 thématiques par an. C'est faire en sorte que les 160 enquêtes arrivent à bon port, qu'on puisse tourner les 160 émissions, que la chaîne soit OK avec les 160 thèmes, avec les 160 points plateau, avec les 160 liners, avec les 160 sommaires, avec les bandes annonces qu'on met sur les réseaux sociaux. En fait, c'est assez... ça a l'air comme ça hyper tentaculaire. Après, c'est des points de repère hyper réguliers dans une semaine. C'est une gymnastique mentale aussi à laquelle je suis hyper habituée. Donc il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est tout ça, on va tous dans le même sens tout le temps. Donc en fait, on est assez rythmé. On est assez... on a cette gymnastique en tête. Mais en effet, moi, c'est d'être... je suis un peu la prof de gymnastique en fait. Voilà. Et avant qu'une thématique soit abordée dans l'émission, il y a tout un travail d'enquête au préalable auprès de vos invités et de leurs proches pour vérifier leurs histoires. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que les thématiques, donc il y en a 160 par an, qui souvent émergent de ma tête, ou aussi parce que Faustine me parle de quelque chose, parce qu'une des rédac chefs arrive en me disant « Putain, ce week-end, pardon, j'ai dit un gros mot, purée, ce week-end, il m'est arrivé tel truc, t'as vu dans le Parisien, il y a ça. » Donc voilà, on se nourrit de tout. Et à partir de là, une fois qu'on a cette idée et qu'on la met sur des rails en se disant « Tiens, dès qu'on peut, dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, on tourne ce thème. » Il y a une équipe qui se penche sur la thématique, qui commence à enquêter pour voir si c'est faisable, montable, si en effet juridiquement on peut y arriver. Parce que nous, en effet, on est sur le service public. Il n'est pas du tout question de faire venir quelqu'un en plateau qui dise n'importe quoi. On vérifie tous nos témoignages. Donc voilà, on a cette période d'enquête. Et puis après, les journalistes viennent me soumettre des profils. Et là, en effet, les profils sont tous checkés juridiquement. Il y a 2 filtres juridiques, en fait. Il y a le filtre juridique chez nous, à Réservoir Prod, où, en effet, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Si on se dit, là, ce matin, on a fait une émission sur... j'ai découvert l'infidélité de l'un de mes parents. Il n'est pas question que quelqu'un vienne en plateau dire « Ah moi, j'ai découvert ma mère. » Non, il faut que... On a plein de contraintes juridiques, donc il faut que cette histoire soit vérifiée. Il faut que tous les protagonistes de cette histoire nous donnent leur autorisation pour qu'on raconte cette histoire en plateau. Donc ça, c'est le premier filtre. Et après, on a un filtre service public France 2 aussi qui nous demande également de faire attention à la déontologie, à des choses... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à 14h. On ne peut pas mettre une histoire où on raconte que quelqu'un a été poignardé avec du sang. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de filtres à passer, plein de barrières à passer avant que les gens arrivent sur cette banquette. Et la dernière fois où je suis venu sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, c'était un vendredi, donc pour une émission en direct avec une thématique très forte, le viol et l'inceste. Et à la fin de l'émission, je vous ai vu craquer avec les larmes aux yeux, mais aussi une très grosse frustration de devoir rendre l'antenne. Ouais, je me souviens très bien. En fait, encore une fois, cette émission, on l'a fait tous les jours. On se prend des jets d'émotions tous les jours. Moi, j'ai beau avoir 15 ans d'expérience, il y a quand même toujours une histoire qui vient vous cueillir, soit parce que ça résonne sur un truc perso, soit parce que l'invité est incroyable. Enfin, on est souvent cueillis. En direct, on a une espèce de pression supplémentaire parce qu'on a un chronomètre qui, à un moment donné, à 58 minutes, doit s'arrêter. Et je me souviens très bien que ce jour-là, on avait 3 histoires très fortes. Et la dernière histoire, qui était l'histoire de Stéphie, qui venait nous raconter que son petit frère avaient subi l'inceste de leur papa. Évidemment que les gens, quand ils viennent sur notre plateau, ils ont besoin de raconter leur histoire et parfois d'aller dans certains détails. Sauf que ce jour-là, je voyais que le chronomètre tournait et je savais qu'il restait 2 gros virages dans l'histoire de Stéphie qui étaient vraiment des choses très importantes pour elle dans son histoire qu'on ne pouvait pas squeezer et que du coup, dans ces moments-là, je suis un peu obligée de presser Faustine et de se dire, bon, allez, si on veut y arriver, si on veut que l'invité soit contente, si on veut être content de nous, il faut la presser un peu. Or, presser quelqu'un qui vient raconter l'inceste de son petit frère, puis le suicide de leur maman, puis la mort du petit frère, c'est compliqué. Donc oui, ce jour-là, j'étais en frustration totale et en plus en émotion parce que les histoires étaient très fortes. Et après, il y a aussi la dimension où on sait qu'on fait du bien aux gens chez eux parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va se reconnaître sur son canapé en disant « mais moi j'ai vécu la même chose, donc peut-être qu'il faut que je porte plainte, donc peut-être qu'il faut que je parle ». Et en fait, on a cette responsabilité-là aussi. Donc si on bâcle les choses, on n'est pas content. Si on bâcle l'émotion, on n'est pas content. Si on bâcle une histoire, on n'est pas content de nous. Donc oui, ce jour-là, c'était un bon petit cumul de stress et d'émotions. Oui. Et comment vous gérez tout ça ? Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement pour faire face à tout ce que vous prenez en pleine figure pendant les tournages ? Alors, on pourrait.
Après, on a tous beaucoup d'expérience dans l'équipe, c'est-à-dire que moi, l'équipe de rédacteurs en chef avec lesquels je bosse, ils bossent avec moi depuis au minimum 10 ans. Donc on a une certaine expérience pour encaisser tout ça. Après, c'est sûr qu'en fonction des histoires de chacun, en fonction de nos vécus personnels, parfois ça vient résonner et les choses sont plus difficiles parfois. Mais c'est aussi pour ça que d'avoir les mêmes personnes tout le temps, on sait exactement. Moi, il y a des thématiques. Quand on distribue nos thématiques, il y a des choses je sais qu'on ne les donne pas à un tel ou un tel parce que ça va être trop compliqué. Voilà, je sais que quand on tourne une émission avec des petits-enfants qui sont malades, je sais qui ça va toucher dans la régie. Donc on fait attention les uns aux autres comme ça. Mais oui, on pourrait complètement avoir un suivi psy. Après, on a nos experts qui sont avec nous et parfois on a besoin d'un petit coup de fil pour débriefer un peu. Mais ça, c'est nous, l'équipe, qui sommes en préparation en amont. Et qui avons le filtre de l'écran. Nous, on est en régie quand on tourne. Celle qui se prend le plus de choses, c'est Faustine, parce que les invités, elle les a en frontal. Et là, par contre, parfois, c'est difficile pour elle. Donc, on a nos codes, nos rituels pour essayer justement de débriefer, redescendre et aussi récupérer de l'énergie pour l'émission suivante qui peut-être n'a pas du tout la même tonalité. Donc oui, c'est sûr que c'est un exercice. On est tous plutôt avec une bonne carapace. Parfois, la carapace, elle cracouille un petit peu, ça arrive. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi également, jour de direct. Pourquoi est-ce que l'émission est en direct uniquement le vendredi ? Alors ça, c'est pour des principes financiers, en fait. On adorerait être en direct tous les jours, mais financièrement, les budgets de 2023 sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc, c'est plus envisageable maintenant. On est dans des économies différentes. Mais ce rendez-vous du direct, il est important pour nous parce que sur une quotidienne, c'est important de montrer qu'on est les pieds dans l'actu, qu'on est vraiment dans l'air du temps, qu'on est capable de s'adapter. Donc parfois, il arrive que le lundi, en arrivant au bureau, on a tous vu qu'il s'est passé quelque chose le week-end et c'est ça qu'on va vouloir mettre en direct. Parfois, on a des directs qui sont plus prévus à l'avance. Par exemple, on sait que dans 3 semaines, on va tourner notre semaine spéciale santé mentale. On sait exactement ce qu'on va faire ce jour-là en direct. Mais la semaine prochaine, on a prévu quelque chose. Mais s'il se passe quelque chose dans le week-end de très fort, on s'adaptera. Et c'est ça qui permet de donner une image moderne et dans l'actu à l'émission. Et vous tournez combien d'émissions en avance ? On tourne beaucoup d'émissions en avance. En fait, on tourne une semaine, on fait 7 émissions dans le direct. La semaine suivante, on fait 3 dans le direct. Donc là, on est donc le 11 mars et on a quasiment fini la saison qui s'arrête en diff fin juin. Et d'ailleurs, l'émission arrive régulièrement leader des audiences sur la tranche du début d'après-midi. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ce programme ? Alors oui, en effet, on est souvent leader, on est en tout cas sur des gros scores, on est quasiment tous les jours au-dessus du million, on monte jusqu'à 1,4 million, donc c'est beaucoup pour du 14 heures. En fait, c'est la conjugaison de plein de choses. C'est la conjugaison du testimonial, en fait c'est un genre qui revient, que les gens aiment à nouveau. Ils ont toujours aimé le testimonial, mais pendant un moment on était un peu plus en une voie de garage. Là, aujourd'hui, les gens, je pense, ont besoin de pouvoir s'identifier à d'autres, de pouvoir comparer, de pouvoir se rassurer à se dire qu'ils ne sont pas les seuls à vivre les mêmes choses. Donc, on a un côté un peu réconfort et on rassure les gens dans cette société de malades où il nous arrive un truc tous les 15 jours. Je pense qu'aussi le temps d'1 heure par jour où on a le temps de se poser, d'écouter une histoire, de la décrypter, de l'analyser avec nos experts, ça joue en notre faveur aussi, c'est-à-dire qu'on est exactement l'inverse de toutes les chaînes info un peu Kleenex où une info en chasse une autre tous les quarts d'heure, où tout est superficiel, où on est capable de dire des trucs sans les avoir vérifiés. Bref, nous on est exactement l'inverse de ça. Et prendre du temps, avoir du temps pour écouter l'autre, essayer de trouver des clés qui peuvent nous faire du bien quand on est chez nous dans notre canapé à écouter les histoires, je pense que ça c'est une des recettes importantes. Évidemment qu'il y a l'ingrédient Faustine, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'elle est, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'elle est à l'antenne comme elle est dans la vie et les gens ont besoin de ça en fait, ils ont besoin de se raccrocher à une espèce de normalité parce que la normalité elle est en fuite partout, donc ils ont besoin de se dire elle est comme nous, elle a les mêmes réactions que nous, elle s'interroge sur les mêmes trucs et parfois... Évidemment, quand elle part à l'antenne, on a des choses très calibrées, un conducteur et tout, mais après, elle a toute la latitude d'être très émue et d'avoir envie de se déplacer vers l'invité et de lui faire un gros câlin. Parfois, elle est indignée, parfois, elle s'agace, parfois, elle s'énerve, et c'est ça que les gens aiment, en fait, c'est qu'elle est
comme eux, exactement comme eux. Et ça, c'est important. Et c'est une des recettes du succès de l'émission, c'est évident. Et le format télé n'est d'ailleurs pas le seul succès, puisque le format podcast cartonne également, hein. Ouais, la version podcast cartonne. Je crois qu'on est, je sais plus si c'est 2e ou 3e des podcasts de France Télévisions. Donc oui, c'est énorme. Et de façon globale, nos réseaux sociaux fonctionnent très très bien, puisqu'on va, je vous le dis en exclusivité, on va ce week-end annoncer que vous êtes plus de 4 millions maintenant à nous rejoindre, tout cumulé. Donc c'est énorme. Et oui, en fait, on est un programme d'accompagnement, c'est-à-dire que les gens peuvent nous écouter dans leur voiture, en faisant leur sport, en se baladant le week-end. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a des histoires folles qu'on pourrait retrouver dans une fiction, dans un roman. Donc c'est facile à écouter, mais en même temps, on sait que c'est la vérité. Et parce qu'il y a nos experts, parce que nos invités ont fait du chemin ou parce qu'il y a des rebondissements dans leur histoire, on est capable d'en retirer quelque chose pour nous. Donc en fait, on écoute quelque chose, on regarde quelque chose, mais comme c'est la vraie vie, on en tire du bénéfice pour nous. Et ça, c'est vraiment un point important, que ce soit à l'antenne ou en podcast. Et puis on va terminer cette interview cette fois-ci avec vos autres projets, puisque vous travaillez sur d'autres productions. C'est justement pour ça que vous vous dégagez un petit peu de temps. Alors quels sont ces projets justement ? J'en ai plein. Et ils sont très éclectiques. Alors l'idée, c'est qu'à la rentrée, on sera en saison 7 de Ça commence aujourd'hui. Donc il y a plein de choses à faire pour que l'émission, elle perdure encore 1 an, 2 ans, 3 ans. J'adorerais que cette émission ait 10 ans un jour. Et pour avoir 10 ans, il faut se renouveler. Je ne dis pas qu'on va tout changer, parce que ce n'est pas du tout l'idée. Sur une quotidienne, on ne peut pas tout bazarder, se dire on reprend de zéro. Il ne faut pas perturber trop les gens. Mais il y a des choses à faire évoluer, à moderniser. Il y a plein de choses à faire. Donc ça, je suis en train de m'y atteler. Donc ça passe par des évolutions de décors, d'habillage, de séquences, une façon différente de traiter les images, mais il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est une partie. Il y a tous les podcasts, en effet, puisque donc, le podcast de CCA cartonne, mais j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de travail, parce qu'en fait, on prend une émission et elle devient un podcast. Mais après, il y a des podcasts à faire autour des experts, notamment. Donc on a commencé avec Laurent Carilla, qui est notre psychiatre, addictologue. On a développé un podcast qui s'appelle Addiction, qui est dans sa 2e saison et qui est désormais distribué par France Télévisions et qui cartonne. Qui marche hyper bien. Donc on est à plus de 300 000 téléchargements là, donc c'est beaucoup pour un podcast. Et justement, je suis en train d'essayer de développer aussi d'autres choses comme ça avec nos autres experts. En fait, nos experts, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un élément important aussi de notre émission. C'est vraiment une espèce de sceau de garantie que les choses sont sérieuses. Et tout ce qu'ils vont nous dire ça va être hyper important pour nos téléspectateurs. Donc j'essaie de réfléchir aussi à des podcasts ou peut-être des choses sur d'autres supports avec eux, parce qu'ils sont vraiment garants d'une parole et d'une liberté de parole importante qu'il faut continuer à développer. Et puis après, j'ai des projets un peu plus différents, très différents. J'ai pas mal de choses autour du métal, la musique, que je voudrais développer avec Laurent Carilla aussi, mais pas que. J'ai des idées de documentaires dans cette branche-là, qui est finalement pas très représentée à la télévision, mais pour laquelle je sens qu'il y a un petit frémissement d'engouement en ce moment. Donc je suis en train de m'engouffrer dans ce frémissement d'engouement, et c'est super, en fait, c'est super. Voilà. Donc, et j'ai plein d'autres projets parce que je suis une femme de projet et que j'aime beaucoup avoir... j'ai pas mal d'idées. Donc j'essaie maintenant de mettre à profit tout ça. Et puis après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je veux réfléchir. La carrière de Faustine, le 14h de France 2, il y a plein de choses. Et puis peut-être des déclinaisons de Ça commence aujourd'hui. Enfin bref, beaucoup de choses. En tout cas, bonne continuation à vous dans tous ces projets. Merci beaucoup Laurent, merci pour cette interview. Et merci beaucoup pour toutes ces réponses passionnantes. Merci beaucoup, bonne route à vous. À très vite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Olivier qui nous parlera de son métier d'opérateur graphique. À très vite dans l'ombre des médias.